Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est mardi aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. J'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes ensemble jusque 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner Monsieur Hamou Bouakaz. Comment ça va, Monsieur Hamou? Pas trop mal, hein. Ça faisait un petit moment, dis donc. Ouais, j'étais occupé, quoi. J'ai vachement de boulot et puis Ouais. voilà, quoi. Enfin, tu vois. Puis je pense qu'il faut laisser la place aux petits jeunes. Ouais, bah justement un petit jeune. À battre quoi, un petit jeune T'es encore jeune? Je suis jeune, Ouais, toujours. Il est beau gosse en tout cas. Badr Belhani, c'est vrai qu'il est beau gosse, ouais. J'apprends de Hamou. Ça peut être un bon garde du corps pour toi, moi. Il m'a ramené du chocolat, trop sympa. Ah, tiens, il y a ta part aussi, Christophe. Ah ouais, parce que ouais, je vois que l'accent bien. T'inquiète. Très bien. Alors, en guise de cette émission jusqu'à 18h30, on parlera tout à l'heure de sport, on parlera de télé, des programmes pour ce soir, le zapping bien sûr à retrouver. Et puis en guise de coup de cœur, c'est une petite parodie. Vous connaissez l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna? Oui. Bon, et bien voici la parodie avec Amine. Le petit Baba Noël, ça s'appelle. Pareil que ça, ouais, donc c'est pas il paraît, c'est ça cartonne, hein, l'émission On touche pas à mon poste de Hanouna sur C8 Hamou. T'as déjà regardé, non? Moi, j'aime pas. Non? Bon. Eh bien écoute, t'auras l'occasion peut-être. Dans l'actualité d'aujourd'hui, on va parler de ce procès qui débute à Istanbul. 29 policiers dans le box des accusés, participants présumés au coup d'état manqué du 15 juillet dernier. Coup d'état visant à renverser le président turc Erdogan. Ces hommes risquent pour la plupart de lourdes peines d'emprisonnement. Et puis nous découvrirons, Hamou, les principales lignes du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Le président du mouvement En Marche a commencé à envoyer aux adhérents de son mouvement son projet. Nous verrons tout cela. Je vous donnerai un petit peu les prémices de ce programme présidentiel pour Emmanuel Macron. Mais on va commencer évidemment par le zapping. Mais avant toute chose, avis tranché spécial au cours de cette dernière semaine de l'année 2016. De quoi allons-nous parler avec toi, Badr? Bah, je vais revenir sur un événement marquant de cette année, 2016. Ouais. Lequel? La disparition de Mohamed Ali. Ah, très bien. On en a déjà parlé hier avec Hamid. Ah, j'étais pas branché. Mais c'est bien. Ça apporte des petites nouveautés. Ouais. Quel événement qui t'a marqué au cours de cette année, Hamou, et sur lequel tu souhaites revenir? Oui, alors mon retour sur iTélé. Non, je déconne. Non, l'événement qui m'a marqué quand même, c'est l'attentat dans l'église là, contre le Père Hamel. Le Père Hamel, quand même, ouais. Et en guise de coup de cœur, mon cher ami Badr. Bah, ça va faire écho à mon avis tranché. C'est le titre de, c'est l'album de Kerry James, Mohamed Alix. Ouais. Et le titre, on cite sa chanson Mohamed Alix. Très bien, voilà. Mohamed Alix de Kerry James, l'album est dans les bacs évidemment. Il va d'ailleurs passer par le théâtre là, au mois de janvier. Oui. Et 2 dates supplémentaires pour son concert qui a été archi complet au Zénith de Paris le 30 novembre dernier. Il en fait 2 dates supplémentaires au mois de mars à l'Olympia. On ira à l'Olympia. Est-ce qu'il y a un chanteur, une exposition, une pièce, un livre qui t'a marqué en 2016, mon cher ami Hamou? Ouais, il y en a plein qui m'ont Ou une marqué, émission de mais télé, par exemple, ou- le fait qu'on ait donné le concours à Laïla Slimani, c'est un très beau livre. Très bien. Enfin, franchement, il y a eu vraiment dans cette rentrée littéraire plusieurs livres absolument magnifiques. J'en ai d'ailleurs promu plusieurs ici. Ça me Tiens, va. en parlant de livres, Ouais. tiens, Hamou, je te prête celui-là. C'est Dieu n'est pas mort de David Berlinski. Ah, Il est t'es excellent. sympa, toi. Attends, Il est je l'ouvre. excellent. Putain, j'arrive pas à lire. C'est écrit trop petit. Vas-y, mets la loupe, Hamou. C'est pas gentil, hein. Ah, c'est très très gentil. Je vais essayer de le scanneriser. Ah oui, voilà. Eh bien, dans un instant, on en parle de tout cela avec vous, chers C'est le amis Père auditeurs. Noël, Badr. C'est cool, ça. 01 40 33 9000, c'est pour nous rejoindre, c'est le numéro gratos pour rejoindre la radio et du Conforum, donc pour participer. Mais pour l'heure, voici le zapping sur France Maghreb 2 en ce 27 décembre. Mais vous venez pour dire des trucs sympas, hein. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Retour sur le parcours sanglant d'un meurtrier. Ça s'est passé ce week-end dans la Drôme. Parcours sanglant du meurtrier présumé aurait débuté ici cette nuit. À l'intérieur de cette maison se trouvait une vieille dame. Elle était veuve et avait 80 ans. Son agresseur l'a tuée à coups de couteau. L'horreur continue quelques kilomètres plus loin. Cette fois, c'est dans cette ferme que les enquêteurs découvrent un couple d'agriculteurs, tués eux aussi dans les mêmes conditions. Dans la région ce matin, c'est l'incompréhension. Habituellement, c'est plutôt calme et on peut pas s'imaginer que cela se passe à proximité de chez nous. Comme une petite famille, Chaveuil, et
Ouais, d'entendre ça, c'est comme si on touchait un proche à nous aussi, c'est pareil. Le tueur présumé s'est emparé de la voiture de l'une de ses victimes pour fuir. Et c'est 100 km plus loin qu'il va commettre un nouvel acte de violence. Il s'arrête devant ce magasin et agresse 2 personnes. L'une est frappée avec une pierre. Elle est grièvement blessée. Puis l'homme reprend la route. Policiers et gendarmes sont sur ses traces. Peu après Orange, il a un accident de voiture et abandonne son véhicule avant d'être pris en stop. Son épopée sanglante s'achève à la gare d'Avignon où il est interpellé. Une commerçante l'a aperçu. En fait, il n'était pas vraiment à l'aise, il regardait de partout, il cherchait. Et en fait, au moment de l'encaissement, on s'est rendu compte qu'il avait les mains toutes griffées, pleines de sang. Il avait son visage aussi qui était plein marqué. Le tueur présumé a 23 ans, il est connu des services de police et souffrirait de troubles psychiatriques. Il a été placé en garde à vue. Retour à présent sur la résolution adoptée vendredi soir où les États-Unis se sont abstenus, je le rappelle. Donald Trump s'en est pris à l'ONU. 4 jours après le vote d'une résolution condamnant la colonisation israélienne, le président américain élu Donald Trump s'en prend à l'ONU. Les Nations Unies ont un tel potentiel, mais ce n'est actuellement qu'un club où les gens peuvent se réunir, discuter et s'amuser. C'est tellement triste, a-t-il tweeté ce lundi. Il avait déjà promis en 140 caractères que les choses allaient changer à l'ONU lorsqu'il serait au pouvoir. Une allusion à l'abstention américaine qui a permis à la résolution condamnant la colonisation israélienne d'être adoptée. D'habitude, les États-Unis mettent leur veto à toute résolution défavorable à Israël en vertu de la politique du bouclier diplomatique. Furieux, Benjamin Netanyahou a réagi en convoquant les ambassadeurs de tous les pays siégeant au Conseil de sécurité. Il a aussi annulé une aide financière au Sénégal qui a voté le texte et gelé le financement israélien de 5 organismes de l'ONU. Le gouvernement israélien s'apprêterait à donner son accord pour la construction de 600 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Et pour terminer ce zapping, François Hollande qui se félicite des réformes apportées pour l'emploi et l'inversion de la courbe du chômage. Il y a là l'accumulation de tous les dispositifs et d'une confiance qui est revenue, les entreprises pouvant savoir que grand nombre de ces mécanismes sont pérennisés. Le crédit impôt compétitivité emploi, plus l'entreprise va créer de l'emploi, distribuer du salaire, plus son crédit impôt compétitivité emploi va être élevé. Nous avons donc décidé d'augmenter à 7% au lieu de 6% le crédit compétitivité emploi en 2017 et ce sera un appui de plus pour l'entreprise. Et puis, il y a aussi des demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis des mois et des mois. Nous avons pu, grâce à ces 500 000 formations qui ont été proposées, nous avons pu trouver les formations les mieux adaptées et permettre qu'il y ait des demandeurs d'emploi qui puissent retrouver le chemin de la formation, puis ensuite de l'activité et de l'emploi. Ce plan va être prolongé l'année prochaine, au cours du premier semestre, grâce à un supplément de crédit que l'État va apporter et que les régions vont accompagner. Bah finalement, ce bilan, Hamou, il est peut-être pas si mauvais que ça, non? Non, mais c'est un trompe-l'œil, je veux dire. Tu vois, si tu mets pas 500 000 personnes en formation dans des voies de garage, si tu biaises pas un petit peu les statistiques, la situation de l'emploi en France, elle continue d'être tout à fait dramatique. Il faut quand même... Le chômage, il va mieux quand même? Non, le chômage va pas mieux. En tout cas, les chômeurs vont moins bien. Ouais. La situation économique s'améliore extrêmement lentement. Est-ce qu'on va pas finir par le regretter, François Hollande? Ah, on le regrettera si on n'est pas capable de trouver un second souffle, c'est évident. Ouais. Mais, en fait, tu sais, on va le regretter comme on regrette notre passé. Le problème, c'est qu'il faudrait construire un avenir. C'est à ça qu'il faudrait occuper son temps. C'est vrai que c'est plutôt bon, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, on rappelle que vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales pour participer à des échéances importantes. On va parler évidemment de la présidentielle, mais ne pas oublier surtout les législatives qui sont extrêmement importants. Et on a l'impression, d'ailleurs, on regarde des chiffres que les législatives sont un peu plus boudées. Et à tort d'ailleurs que les présidentielles. Il y a une focalisation importante. Leçons à donner à 577 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à apporter là, parce qu'il y a peut-être pas un peu trop de députés, les sénateurs, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas du ménage à faire là? Il y en a trop, bien sûr. Ouais. Il y en a trop, il y en a 100 de trop. Ah oui, 100. Oui. Bon. Il y en a, tu pourrais en avoir 25% de moins. Est-ce que tu vises pour ta fin de carrière, Hamou, en politique, un petit poste au Sénat? Tu sais, le problème, c'est pas quand on est bigleux, c'est qu'on vise souvent mal, hein. Non, d'abord, je vois pas pourquoi ce serait ma fin de carrière, non. Non, parce que c'est souvent les retraités qui sont au Sénat, non? Non, t'as de tout, puisque le plus jeune sénateur, il a 29 ans, il est au Front National. Ouais, bon, il s'est trompé, lui. Non, de parti et de poste. Moi, j'aimerais bien, en fait, reprendre la politique, mais c'est pour faire quelque chose, quoi. Si c'est pour ne rien faire, j'aime autant, essayer de gagner du fric comme tout un chacun, et puis c'est tout, et pas me faire chier, quoi. Ouais. Moi, le problème aujourd'hui, c'est que je vois honnêtement pas
dans la situation actuelle, de perspective. On va voir ce que Macron a dans le bide, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais honnêtement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui se décident pas en France. Et puis, il y a quand même beaucoup de situations qui sont extrêmement préoccupantes. Et je pense qu'on va vivre une année 2017 sur le plan de la politique intérieure. Oui, assez compliqué. Il va falloir être très mobilisé. Et je sens pas les gens très mobilisés. Je sens les gens très apathiques, en fait. Allez, venez. Très velléitaire, très dans le truc. On va, très dans le velléitaire et dans l'auto-centrage. Et pas tellement dans la construction collective. Venez nous rejoindre, messieurs dames, 01 40 33 9000, c'est les numéros magiques pour nous rejoindre et parler avec nous de l'actualité, de ce que vous voulez. C'est un petit peu la période de vacances, donc on se détend, on oublie tout, ou presque en tout cas avec vous, chers amis auditeurs, auditrices. Du constructif, pas des trucs à l'emporte-pièce. Parce que... Non mais tu peux zapper, y a pas de problème. Tu peux gueuler, tu peux t'énerver aussi, Amou. Non, mais justement, j'ai pas envie. Moi, j'ai trop de respect pour les gens. J'aime pas m'énerver contre les gens. Ah bah ici, la langue de bois n'a pas sa place. Non, pas la langue de bois, mais on peut aussi parler, tu vois, de manière non velléitaire et tu vois, de façon de manière construite. Constructive. Moi, je suis pas. J'aime bien quand les gens pensent pas comme moi. On dégage, c'est ça. Voilà. Bah, juste pour s'entendre parler, c'est pas intéressant. Voilà. Bon, ok, d'accord. Moi, d'ailleurs, si demain dans cette émission je donne cette impression, faut me dégager, pareil. Ouais, mais non, c'est pas le cas pour l'instant. T'as encore un long avenir. Non, mais voilà, je veux dire, c'est important aussi qu'on soit respectueux pour les auditeurs qui restent. T'es un peu le boss de l'émission, mon cher Hamou. Tu fais partie des meubles. Non, justement pas. Non, moi, justement, je pense qu'il faut toujours se challenger. C'est important de. Eh ben alors, on va les auditeurs aussi challenger avec un peu de pub. Voilà. Ouais, bah oui, faut bien remplir les caisses. Il est humble, Provenzano. Parce que depuis qu'il est sur iTélé, il nous coûte cher, lui. À tout de suite. C'est LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec Hamou Bouakaz et avec Badr Belamine qui sont avec nous aujourd'hui pour nous accompagner et on va suivre les conseils d'Hamou. Donc si on a des appels pas très intéressants, on zappe direct. On va faire le ménage. Intéressant, par contre, on les promeut. Bah évidemment, 01 40 33 9000, allez, faites-nous péter le standard, là, allez-y, dépêchez-vous. C'est aujourd'hui mardi, c'est les vacances tranquilles. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans les centres commerciaux là pour faire les courses de fin d'année. Ça marche très très bien, ça consomme. Ah ouais. À mort. Il paraît que non, justement, aussi. Ah bah écoute, le peu de fois où j'y étais, en tout cas, il y avait du monde, ça consomme grave. Ça achète. Donc allez-y, 01 40 33 9000 si vous voulez nous rejoindre, bien sûr. Un petit mot sur quand même ce qui est apparu comme un événement, cette résolution qui a été votée vendredi dernier pour demander stopper l'arrêt de la colonisation israélienne avec l'abstention des États-Unis qui n'ont pas mis le veto pour une fois. Ça faisait quand même pas mal d'années que ce n'était pas arrivé. Le petit cadeau de départ d'Obama, Hamou, comment tu vois ça? Oui, moi mon analyse c'est qu'effectivement Obama veut couper l'herbe sous le pied de Trump, puisque Trump a dit qu'il allait déplacer l'ambassade à Jérusalem. Oui. Et qu'il allait soutenir de façon inconditionnelle Israël. Et donc, en faisant ça, Obama oblige la diplomatie américaine pendant un moment à essayer de freiner l'expansion colonisatrice d'Israël. Ça me paraît plutôt une action de politique intérieure qu'une action de politique internationale. Malheureusement, la colonisation va se poursuivre. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne se poursuive pas. Ah, elle va se poursuivre puisqu'ils ont même annoncé d'ailleurs qu'il allait y avoir de nouveaux projets qui vont être validés là. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que ça invalide de plus en plus l'option à deux États. Ouais. Et ça crédibilise ce que j'ai toujours dit, savoir que la seule solution c'est un seul État. Et la seule solution c'est que massivement les Palestiniens demandent la nationalité israélienne et mettent Israël devant ses responsabilités et demandent à être purement et simplement réannexés. Je pense qu'à un moment donné, il pourrait ainsi avoir une influence dans la politique israélienne. En tout cas, il pourrait pousser l'État d'Israël dans ses retranchements et dans ses limites, et pousser aussi la communauté internationale dans ses retranchements et dans ses limites. C'est-à-dire que la communauté internationale vis-à-vis de ce conflit a une responsabilité absolument écrasante. Et je pense qu'il est vraiment plus que temps qu'une vraie conférence internationale avec des vrais moyens de coercition se tiennent. Et ce serait mon vœu pour 2017 que enfin le bon sens revienne. Et peut-être que Trump, par son jusqu'au-boutisme, va être un accélérateur dans ce domaine. On peut rêver. Et la récupération de Alep, messieurs, par l'armée
de Bachar el-Assad par la Russie, ses alliés, qui ont récupéré, donc libéré visiblement Alep. C'est une bonne chose. Ouais, libérer un tas de ruines, quoi. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu vraiment manifestement des atteintes graves à un patrimoine de l'humanité. C'est la ville qui est peuplée depuis le plus longtemps, et c'est vraiment une ville que j'ai eu l'occasion de visiter, une ville absolument magnifique. Ouais. Et j'espère vraiment qu'on va épargner tous ces vestiges, tout ce passé, toute cette civilisation musulmane, chrétienne et juive aussi d'ailleurs, arménienne, qui a plusieurs milliers d'années, hein, donc voilà, qu'est-ce que tu veux, ce conflit, il est mal emmanché depuis le début. Le seul qui a une vraie politique, c'est Poutine, qui a une vraie cohérence, c'est Poutine. Il s'en est trouvé renforcé là. Hein, rien d'étonnant à ce qu'il ramasse la mise. Ouais. Hein, donc voilà, je crois que Poutine, lui, savait où il voulait aller. Et bon, bah. Est-ce que c'est rassurant pour l'avenir du monde que Poutine soit un petit peu le roi là aujourd'hui? Bah, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un effet de balancier, c'est-à-dire que objectivement, les États-Unis et la Russie vont se rapprocher, et c'est la Chine qui va entrer dans l'œil du cyclone. Et donc, je pense que la géopolitique va se déplacer vers l'est, et très probablement les prochains problèmes vont venir de la zone asiatique. C'est-à-dire que peu ou prou, un modus vivendi va arriver dans le monde arabe. C'est pour ça que je me disais que peut-être pour Israël, ça pouvait être une opportunité. Et les conflits vont se déplacer vers l'Est. Parce que je pense que ça va être... On va bien pouvoir mesurer dans l'année prochaine ce que ça veut dire que la relation privilégiée de Trump avec Poutine. Si c'est vrai que Trump a été favorisé par les services russes et qu'il y a une vraie collusion, ça va forcément avoir des impacts. Tiens, chose qui n'a absolument rien à voir là, c'est à Bad que je m'adresse. À partir du mois de janvier, il va y avoir ces nouvelles vignettes qui vont apparaître pour les automobilistes de Paris. Et vous savez que les... Tu t'adresses à moi parce que je suis écologiste. Voilà, ça, en partie, ouais. Bien sûr. Ouais, parce que moi je suis pas tellement automobiliste non plus. Hein. Moi je pense que c'est bien, c'est pour désengorger la capitale. Oui, mais est-ce qu'en matière d'écologie, ça va répondre justement à essayer de dépolluer la capitale qui est quand même bien polluée en général? On va essayer de minimiser les effets de l'effet de serre, on va dire, comme on appelle. Par exemple Shanghai, Pékin, toutes ces villes, ou le Caire par exemple, l'une des villes les plus polluées au monde. Moi je pense que pour les capitales on devrait opter Pékin, là, apparemment ils étaient sous un nuage de pollution terrible il y a quelques jours encore. Mais on devrait opter justement, moi je suis quelqu'un qui circule à vélo, on m'appelle l'homme à vélo, mais je pense qu'on devrait opter pour ces modes-là. Enfin pas pour tous, hein. On va dire les personnes à mobilité réduite ou d'autres personnes, ils pourraient utiliser leur voiture, mais dès qu'on rentre dans la capitale, il faudrait déposer sa voiture. Moi, je suis pour. Et sur le fait que les constructeurs de voitures aient décidé, par exemple Renault, ça c'est pas tout à fait officiel, mais je peux vous le dire, connaissant un petit peu des gens qui y travaillent, d'ici 5 ans, ils vont abandonner totalement le diesel. Ça, on s'y dirige. Oui, bien sûr. Progressivement. Progressivement, mais totalement d'ici 5 ans pour la marque Renault, la marque française. C'est sûr. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'en fait aujourd'hui on s'aperçoit on se souvient de l'épisode de Volkswagen qui avait fait un gros scandale dans le monde avec cette pollution. Aujourd'hui avec le diesel visiblement on n'arrive pas à trouver le fait de ne pas polluer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'abandonner visiblement le diesel pour venir à l'essence et pour venir aussi à ces voitures hybrides. Faudrait que le prix de l'essence il baisse en France, ça serait cool ça. Parce que tu vois, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont remettre des taxes qui étaient sur le diesel, ils vont les enlever l'essence pour les remettre sur le diesel. Tu vois, aux États-Unis, tu peux rouler avec un V6, un V12, un gros 4x4, mais en France, tu prends la Twingo et t'as peur de la pompe à essence. Ouais. Alors on va prendre un auditeur, t'es au standard 01 40 33 9000, il est avec nous, il s'appelle Saïd. Salut Saïd. Bonsoir Cassio, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Saïd, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous souhaitez nous je vous appelle juste pour vous poser une question concernant les arguments des écologistes là. Est-ce que en réalité ils font pas un peu trop en parlant de la pollution? Parce que pour moi, il y a des choses que je trouve pas toujours cohérentes, quoi. Exemple, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un lobby de consommation derrière? Parce que sur les plateaux de télé, des émissions, on n'invite pas les scientifiques qui ont vraiment un grand savoir dans l'affaire, quoi.
Alors, qui peut répondre à Saïd là-dessus sur les écologistes Ouais. Tu penses qu'il y a un lobby derrière l'écologie, c'est ça? Le problème de CO2 là. Saïd, c'est ça? Ouais. Tu penses qu'il y a un Le lobby? problème de CO2. Excuse-moi Saïd, je te pose une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un lobby écologiste? Ou une idéologie écologiste de préservation de l'environnement? Non, un lobby, c'est une sorte de... Une idée derrière pour Qu'est-ce que tu fais toi pour de la voiture électrique par exemple? Non mais de manière globale, Saïd, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement, pour la préservation de l'environnement? Moi j'aime bien la nature, C'est quoi que t'aimes bien comme nature? Dis-moi. Aujourd'hui tout le monde se plaint de CO2. C'est quoi? Réponds à ma question Saïd. Le bois de Vincennes. Tu aimes la nature Saïd? Saïd, tu aimes la nature? Mais c'est quoi la nature Saïd? Ouais. C'est quoi la nature? La nature, c'est bon. Même la pollution, ça fait partie de la nature. Ah non, pas du tout, non. Il y a des siècles en arrière, qu'est-ce que t'en penses? Le désert était fertile. Amou, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je la pense pollution fait partie de la nature. Naturels et personne ne peut les empêcher. C'est ce qu'on appelle dans la physique, c'est ce qu'on appelle l'entropie de système univers. Tout se dégrade, c'est normal. La dégradation est normale. Non, mais c'est vrai que la dégradation est sans doute normale, mais il y a un rythme de la dégradation qui a été quand même vraiment amplifié par les activités humaines. Non, je suis pas d'accord, Amou, avec ce que tu dis sur le terme de dégradation. La nature, elle est renouvelable. En fait, la nature, elle est infinie. Attends, je peux parler? Attends, Saïd, écoute-moi. Saïd, vous avez pas cette connaissance sur la physique, monsieur. Saïd, on parle pas de physique, je te parle de la nature. Si je te donne un couple de poissons et je les laisse se reproduire, le saumon, par exemple, il a un cycle reproductif on va dire qui est infini. On est d'accord. S'il n'y a pas de prédateur ou pas de prédation, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont se reproduire. Et ça dure depuis des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc pourquoi tu me dis que tout est destiné à être détruit? Non, tu confonds les choses là. Non, mais le saumon lui-même, si tu veux, en fait, vous êtes à deux niveaux différents. C'est vrai qu'il y a, dans le cycle de la nature, il y a toujours un mécanisme de construction-destruction. Exact. Et effectivement, et recréation, ça c'est vrai. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est il y a une partie de ces mécanismes qui sont dus à une activité humaine qui manifestement n'est pas bien maîtrisée. Donc il est évident que si on veut que la planète reste viable, il faut qu'on réfléchisse à des méthodes pour pouvoir continuer de vivre sans altérer en fait les cycles humains. Par exemple, il est évident que l'une des solutions, il faut répartir les richesses équitablement. Ça, par exemple, oui, ça c'est vrai. C'est pas une question. Quand on jette la nourriture dans les poubelles en Occident, il y a des gens qui meurent de faim en C'est vrai. Mais Saïd, je t'explique. Ouais. C'est pas une question de redistribuer les ressources, c'est une façon de repenser le monde, notre manière de consommer. Nos modes de vie, nos conforts, c'est ça qu'il faut repenser. Non mais Saïd, là où il a raison, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un Américain de raisonner sur son confort que pour un mec au Bangladesh qui lui ne bouffe pas à sa faim. Bah oui. Et c'est vrai qu'une partie de l'issue, c'est évidemment une meilleure répartition. Mais en attendant qu'on arrive à ça, mais je parle il faut que chacun s'applique une vertu personnelle. Je parle pas de manière nutritive, je parle pas de nutrition, je parle de confort. Nos voitures, nos téléphones portables, nos moyens de transport, l'avion, toutes ces choses qui impactent directement la planète. Je vais te poser une question. On va savoir Christophe s'il est calé à mou. C'est quoi la deuxième ressource la plus consommée au monde? La deuxième ressource la plus consommée au monde. Pour moi, c'est le couscous, mais ça ressemble au couscous. Mon exemple n'est pas le bon. Ça ressemble au couscous, t'es sur la bonne voie, c'est plus fin, c'est le sable. C'est la deuxième ressource. D'après les scientifiques, dans moins de 100 ans, il n'y aura plus de sable sur les plages. Ça, c'est à cause des gens qui ont fait les nappes, parce que tu les as quand tu les mets dans un désert, au bout de 5 ans, il faut qu'ils achètent du sable ailleurs. Non, voilà. Donc, par exemple, à Abu Dhabi, Dubaï, toutes ces régions du monde où on utilise le sable dans les constructions, les barrages aussi qui empêchent le sable. Parce que c'est un processus le sable, par exemple, à Mou, il vient d'où le sable qu'on trouve sur nos plages? De la mer. Non. C'est la mer qui casse les rochers, non? De sa mer. Il vient des montagnes. Le sable qu'on trouve, il vient des montagnes. Et en faisant des barrages, en créant des barrages un peu partout dans le monde, on empêche un cycle naturel, voilà. Et voilà.
c'est complexe tout ça. Faut tout changer. Ouais, mais faut tout changer. Mais bon, en attendant, Saïd, il a raison. Et c'est pas. Il a raison, bon, et moi j'ai tort, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que c'est, en fait, évidemment. Ça peut arriver, hein. À force de dire que c'est compliqué, après, ça revient toujours sur le pauvre Pecno qui, lui, n'a pas le choix et qui est obligé de prendre sa bagnole pour aller en banlieue. C'est toujours lui qui trinque. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que nos dirigeants, par exemple, qui utilisent des voitures, ils prennent le métro, comme tout le monde. Ouais. Hein, qu'on fasse des vignettes, mais qu'on les rende obligatoires. Parce que là, la vignette, ils vont faire une vignette, mais si tu la portes pas, on pourra pas te pénaliser parce que il y a quelque chose dans la loi qui la rend pas obligatoire. Donc tu vois, ça sera attaquable. Et tout ça, c'est des mesures un peu c'est des petites mesurettes en fait. De trucs de décoration. Ouais. Alors que le vrai problème, c'est que les écolos à Paris, ils ont qu'une envie. Et j'aime pas ce terme-là, écolo. Non, mais moi je te parle de ceux du lobby écolo à Paris qui dirigent. En fait, ils veulent une ville sans bruit, sans enfants. Et sans, tu vois, et en fait, la pollution pour eux, ce qu'ils veulent, c'est une ville où ils sont barricadés, où ils peuvent vivre avec leur nature domestiquée entre eux, tu vois. Ils veulent pas de gens qui viennent des banlieues, qui viennent les emmerder. Et elle a dû composer avec, d'ailleurs, Anne Hidalgo, hein. Et donc, si tu veux, moi, je suis d'accord avec l'idée que chacun doit prendre sa part, mais donc, ça passe par la pédagogie. Je pense que dans les maisons, déjà, les enfants, on leur bourre le mot à l'école avec ça, donc, il faut recycler, il faut essayer de. L'école ne serait pas une matière superflue à l'école finalement. Voilà. Exactement, c'est une matière qui manque à l'école. Nous apprendre à mieux consommer, à mieux respecter la planète. Exactement. Et après, je rejoins Amou sur pas mal de choses. En Inde ou dans d'autres pays, on va dire entre guillemets du tiers-monde, je vais pas demander à des gens de faire de l'écologie. Nous, nos sociétés occidentales, c'est celles qui détruisent la planète. Déjà, on va les piller chez eux, et ensuite chez nous, on détruit tout. Donc voilà. Mais là où Saïd a raison, c'est qu'on n'arrive pas tous du même endroit, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs qui sont le mec qui est américain, qui a un niveau de vie de dingue, qui prend je sais pas combien de bains par jour, c'est pas à lui de donner des leçons au Bangladeshi qui est sous la mousson et qui galère pour se laver, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de répartition des richesses. Bon, merci Saïd en tout cas de nous avoir apporté ce sujet sur un plateau, en parlant d'écolo, bien sûr. Il y a qui avec nous encore? Bonsoir. Allô, bonjour monsieur Christophe. Oui, bonjour, qui es-tu? C'est Kadir en Dorance. Kadir? Oui. Oui, Kadir, qu'est-ce qui se passe? Oui, je voudrais féliciter le monsieur, le monsieur sénateur qui est avec vous, là. Ah, pas encore. Non, il n'est pas sénateur encore. Il n'est pas encore sénateur, vous savez, il est encore jeune. Ah ouais, ça va venir peut-être. Inch'Allah, oui. Monsieur Bouakaz. Non, parce que, voilà, monsieur Arnaud Bouakaz. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce que, franchement, faux chroniqueur, ils respectent pas les gens qui téléphonent, ils s'énervent, ils gueulent, et ça c'est pas digne des chroniqueurs de leur niveau. Ah bon, qui a gueulé, Badir? Qui? Ah ben, dernièrement, quand vous avez invité le monsieur là, qui l'a fondé enfin, qui voulait se présenter au présidentiel, là. Vous le connaissez, vous savez qui c'est? Le présidentiel. Vous parlez de Asselineau? Ouais. Voilà. Ah ben, quand on l'a engueulé, et puis on lui coupe la parole, on le laisse pas parler, ça franchement, c'est pas, on laisse la personne s'expliquer. Bon, monsieur Kadir, on gère notre émission et notre radio comme on veut, sinon à part ça, vous avez quoi à dire? Ah ouais, mais si votre radio, nous, on a le droit de l'écouter, mais bien sûr, vous avez le droit de ne pas l'écouter aussi, si vous voulez. Bon, on l'écoute, mais seulement c'est pas digne de s'engueuler comme ça. Oui. Il y a quand même des gens qui vous écoutent, et nous, on aime bien vous écouter, parce qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes, puis quand on entend, c'est comme une création c'est des gamins à la récré, c'est pas, et puis vous êtes l'arbitre, et vous devrez quand même les engueuler, leur dire. Je les engueule, vous pouvez pas savoir comment, je les engueule sévère même. Mais vous les engueulez pas, si, je les engueule, Kadir. Hors antenne, non mais, en fait, Kadir, c'est pas évident, ça, c'est vrai que quelquefois, quand on a un débat, ça peut être passionné, on peut se couper, mais c'est pas, en fait, l'histoire de se couper, c'est pas très grave, parce qu'on peut se couper de manière respectueuse, mais, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la personne puisse exprimer son point de vue, avoir le temps pour le détailler, mais bon, c'est vrai que dès qu'il y a débat, il y a forcément des fois polémique. La polémique, c'est pas ça qui est redoutable, c'est l'invective, c'est quand les gens se parlent mal, ça, moi, je trouve pas ça intéressant. Ouais. Tout à fait. Voilà, Kadir. Écoutez, on va essayer de calmer tout le monde, Kadir. Autre chose? Moi, je vous écoute souvent, mais quand je les entends comme ça s'engueuler sans se couper la parole, puis ça, c'est pas logique, surtout on est en France, quand même. On laisse les gens parler, puis on écoute les autres,
et puis vous avez le droit de corriger, puis c'est constructif. Très bien, merci en tout cas Kader, de votre avis, il est très intéressant. Merci beaucoup alors qu'il est constructif. Merci. Le problème, c'est battre, quoi. À bientôt, le problème, c'est moi. Comme il parle mal le français, il est obligé de, tu vois, il est obligé de s'exprimer avec difficulté. C'est Amou qui m'accuse. Mais pourquoi il m'accuse de tous les mots. C'est lui, c'est à cause de Badr, c'est ça. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Bourquez et bonsoir Monsieur Badr. Bellamine. Badr Bellamine. Bellamine. Oui. Badr l'écolo, tu peux l'appeler, c'est bon. Non, bon, l'écolo, enfin quand même. C'est une très bonne référence, Monsieur Bourquez, que je sache. Ah ouais, moi j'aime bien il y a tellement de sujets à traiter, Christophe, que ce soit les reportages bidonnés d'Alep, parce que à l'occasion je vous en parlerai. On peut parler aussi d'Avigdor Lieberman, le ministre de la défense israélienne, qui demande aux Juifs de France de partir parce que la France n'est pas leur pays. J'ai vu ça. Oui, vous avez dû voir. Oui. Comme quoi qu'ils doivent le quitter précipitamment, uniquement parce que soit on colonise, soit si vous êtes contre nous. D'ailleurs, il a même accusé, je veux dire, en parlant de l'affaire de Dreyfus, comme quoi que les Juifs aujourd'hui ils sont dans la même situation. Ils demandent donc aux Juifs, vous n'êtes pas dans votre pays en France, venez dans votre pays si vous voulez avoir des enfants juifs et ainsi de suite. Ce que je trouve inadmissible d'ailleurs d'interférer dans parce que bientôt il va y avoir la conférence, vous savez, d'ici le 15-16 janvier à peu près, ici en France justement sur la Palestine. Donc ce qu'ils veulent, la Palestine, vous savez très bien que il reste 20% des 80%. Qu'ils avaient, je parle pas uniquement du partage, je parle de ce qu'il y avait à un moment donné. Il y avait 80% à Gaza, maintenant il reste 20% pratiquement avec la Cisjordanie, et même avec ça, je vous dis, ils veulent encore leur enlever le peu qu'il reste, mais ils sont jamais contents parce qu'ils considèrent que c'est pas suffisant. Je vais pas parler de ça parce que c'est des sujets assez longs, mais je voudrais quand même rappeler que aujourd'hui, pour les fêtes, on a consommé pratiquement 33 000 tonnes de chocolat pour uniquement le soir de Noël, Christophe. Vous le savez ça ? 33 000 tonnes de chocolat. Wow. 33 000 tonnes. Énorme. Pourquoi je parle de ça ? Parce que il faut pas oublier. On s'en est donné tout à l'heure. Ouais, mais on en a pas mangé beaucoup, nous. Non, mais je vous dis. Excusez-moi, Ahmed, c'était pour dire une bêtise. Oui, allez-y. Je vous ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise ? J'ai dit une ça m'étonne de votre part, de toute façon. Pardon ? Ça m'étonne de votre part de dire tes bêtises, bien évidemment, mais enfin, dites-moi. Il en dit pas mal. J'ai juste dit, mais pourquoi j'en ai mangé si peu? Eh ben, peut-être que vous avez un problème, enfin, pas un problème, c'est-à-dire, vous savez, parfois, lorsque vous savez que ceux qui sont derrière, enfin, du moins, ceux qui sont à l'origine du chocolat, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 1,8 million enfants, ou le nombre d'enfants qui travaillent dans les exploitations de cacao, rien qu'en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Qu'une journée standard pour un enfant, pendant que nous on mange, bien sûr, on les déguste, on les apprécie. Bon, bien sûr, on n'a pas de. Moi personnellement, je considère que beaucoup de gens n'ont pas à avoir des problèmes de conscience. Mais une journée standard pour un enfant de moins de 15 ans est de 10 heures au minimum. Oh la vache. Il porte des charges allant jusqu'à 40 kilos. Ah ouais. Et malheureusement, on vaporise des insecticides pour certains qui sont interdits en Europe, bien sûr autorisés dans ces pays d'Afrique. On exploite les enfants. Donc c'était juste un clin d'œil pour ces enfants-là. Ahmed, vous voulez dire quoi, qu'on arrête de bouffer du chocolat, quoi? Non, pas du tout, Christophe. Non, c'est vrai que... mais qu'on prenne conscience un peu quand même de certaines choses, parce que c'est comme tout du reste. Regardez par exemple, aujourd'hui on est en train de faire une conférence, bien sûr, je fais pas un parallèle, mais c'est un peu dans cet esprit-là que je voulais dire les choses. Israël est en faute. Il colonise et aujourd'hui il se fait passer pour une victime et puis il parle d'antisémitisme. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne dénonce pas ces choses-là, quand est-ce qu'on va les dénoncer, tout simplement? De savoir que si on mange du chocolat, derrière il y a des enfants qui travaillent 16 heures par jour, il faut le dire quand même. Il faut faire attention à la filière. Je voulais juste aussi rappeler, Christophe, tout à l'heure, à juste raison, vous avez parlé de Cyril Hanouna. Ouais. Pour une fois, et ça, je sais que vous êtes tellement avertis, vous le savez, le CSA a fait son travail. Bah oui, il y a un peu, ils ont infligé une amende record. Vous l'avez toujours rappelé quand on avait un problème, c'est-à-dire d'écrire au CSA. Et dernièrement, une émission, il s'est permis quand même des légèretés un peu sexuelles. Alors, enfin, quand je dis sexuelles, je m'explique.
il a demandé à une chroniqueuse de fermer les yeux et de deviner quelle partie de son corps elle pouvait toucher. Voilà, et à un moment donné, il a mis la main de cette femme sur son sexe. Voilà, c'est ça. Alors donc, il y a un tollé des associations féministes, ça a fait une polémique sur les réseaux sociaux, une vague d'indignation, et l'affaire, elle a déclenché 1379 plaintes auprès du CSA. Et et c'est pour ça que j'ai pensé à vous, à chaque fois quand vous disiez arrêtez de vous plaindre, si vous voulez que le problème, tel ou tel problème soit réglé, je veux dire par rapport à des radios parfois qui ont des propos racistes ou islamophobes, écrivez au CSA. Il y a ça. Je voulais rappeler aussi que justement, tirer un coup de chapeau, je veux dire, aux réseaux sociaux, concernant la ministre de l'Éducation, pour qui j'ai pas de sympathie particulière, mais seulement elle a été vouée au feu de l'enfer lorsqu'elle a parlé, je vais dire, de souhaiter bonne fête plutôt que de dire bon Noël. Ouais, elle a oublié Noël, ouais. Elle a été défendue, je vais dire, par les réseaux sociaux, et ça j'ai apprécié. Et le dernier, j'en termine si vous me permettez, c'est la nièce de Marine Le Pen, comment elle s'appelle? Marion Maréchal. Maréchal, ouais. Enfin, Maréchal, oui, nous voilà. Qui est ni Maréchal ni Marion d'ailleurs. Voilà. Alors Maréchal Le Pen, oui, parce que son père c'est un ancien, je veux dire espion. C'est un ancien otage au Liban. Enfin, un ancien espion. On ne va pas parler de cela pour l'instant. Bon, toujours est-il, ils lui ont reproché parce que lorsqu'il y a eu l'attentat de Berlin que nous avons tous bien sûr dénoncé, elle a parlé en allemand pour les Berlinois, enfin du moins dans son message. Pour la Russie, lorsqu'il y a eu l'avion malheureux, cet accident malheureux qui a été à l'origine aussi de pas mal de victimes. Elle a parlé en russe. Enfin, du moins, les messages qu'elle a fait pour les uns et pour les autres. Ouais. Et donc, la vigilance, ce que je vous disais des réseaux sociaux, en lui disant qu'elle avait, à un moment donné, reproché à la maire de Paris d'avoir parlé en arabe pour souhaiter une bonne fête aux musulmans, enfin, aux arabophones, je veux dire. Elle parle l'arabe, la maire de Paris? Pardon? Elle parle l'arabe, la maire de Paris? Non, uniquement pour dire peut-être Saha Aïdkoum ou un truc comme ça. Aïdkoum Moubarak. Ou Aïdkoum Moubarak, ni plus ni moins. Donc, vous aurez vu un peu comment cette Maréchal Le Pen est montée sur ses grands chevaux pour dire qu'on est en France, qu'il faut parler français, etc. Donc, elle a donné l'exemple, mais seulement la vigilance, c'est ce que je voulais vous dire justement pour arriver au résultat, pour vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont en veille. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ça qui me réconcilie avec mon pays, de voir qu'il y a des gens qui se laissent pas compter et qui ont reproché, lui ont dit qu'elle se permet de parler en allemand, qu'elle se permet de parler en russe, et reproché, je vais dire à la maire de Paris, ouais, de souhaiter une bonne fête en arabe, alors qu'il y a peut-être beaucoup plus d'arabes ici que d'allemands et de russes. Voilà. Merci Ahmed. Une espèce de revue de presse là que vous nous avez fait quand même. C'est bien, ça fait des petits instantanés. Oui, absolument. Dans un instant, on va revenir sur quelques événements choisis par Badr et par Hamou sur cette année 2016 qui se termine dans quelques jours maintenant. Revenir sur la disparition d'un grand boxeur, mais pas seulement Mohamed Ali, et revenir aussi sur Hamou, ce qui s'est passé donc concernant l'assassinat, l'attentat contre le père Hamel. C'était au mois de juillet, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est ça? Oui, absolument. On y revient dans un instant, ne bougez pas, et puis vous pouvez continuer évidemment à nous appeler 01 40 33 9000 si vous avez des vraies choses à dire. Sinon, abstenez-vous. LGF sur France Maghreb, on est là, oui, en direct, avec Hamou Bouakaz, avec Badr Belamine qui sont avec nous et avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Avec une intendance particulièrement soignée aujourd'hui, avec des Schweppes qui c'est bien, rapportés, avec le chocolat qui était... Ouais. Du coup, le chocolat, il a plus la même saveur depuis qu'Ahmed nous a dit que... moi, je suis d'accord avec lui. Il faut essayer d'avoir une certaine éthique. En big up aux auditeurs de temps en temps de nous remettre aussi. Puisqu'on est en direct aussi sur Facebook, sur le Facebook de Badr Belamine, je propose de regarder l'artiste que nous allons recevoir d'ici une petite demi-heure. Voilà. On va recevoir. Il s'appelle L.I.M. C'est un rappeur. On va recevoir un chanteur qui s'appelle L.I.M. Voilà, un rappeur. Ouais. Je sais pas. Hamou, tu connais? Je connais rien du tout. Il est kabyle comme toi. Ah, le pauvre. Kabyle téléphonique. Voilà. Ouais, le pauvre. Voilà, donc on en reparlera. Mais on va passer pour l'instant et pour l'heure aux avis tranchés. C'est parti, messieurs, dames. Bienvenue à vous. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors on dit toujours honneur aux dames, donc on va dire honneur aux plus jeunes.
Et pourquoi pas honneur à l'ancien au sage? Ça serait lui. Ben non, on va inverser les codes. Moi, j'aime pas les codes. Ok, y a pas de souci. Alors, Badr Belamine qui a choisi de revenir sur un événement, donc la disparition de Mohamed Ali. Oui, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas, j'ai eu l'impression de perdre comme un membre de la famille. Pourtant, j'ai pas vécu la même époque, tout ça. Mais j'ai été bercé dans mon enfance par ses combats, par ses déclarations, tout ça. On s'est tous plus ou moins construits sur Mohamed Ali parce qu'il avait quelque chose de puissant, de provoquant, et je m'identifie peut-être un peu à lui aussi. J'aime la provocation, mais ça veut pas dire qu'on est mauvais quand on provoque les gens. Donc j'ai écrit un petit texte pour Ali, pour lui rendre hommage. Hein. J'aime bien les hommages. Donc il était une fois la vie, il était une fois la foi d'Ali. L'événement marquant de l'année qui se termine, c'est sans conteste la mort de notre champion à tous. La perte est immense et tout aussi retentissante que celle de Nelson Mandela. Leur lutte et leur bravoure résonnent encore au présent. Ali s'est fait sur les rings, n'empruntant pas les mêmes routes que le sage, défiant les adversaires, les règles et la guerre. Ali s'est érigé comme le visage des opprimés, devenant le champion que l'on connaît. Utilisant ses mots, bien plus destructeurs que ses poings, pour penser nos mots. Ali faisait du bien quand il nous parlait, quand il nous provoquait. Même ceux qui le détestaient ont fini par l'aimer. Parce qu'Ali était profondément bon dans le fond et la forme. Mohamed Ali était de ceux qui écrivent l'histoire. Ali nous laisse une œuvre aussi grande que Nelson Mandela, celle d'une lutte contre le monde et ses injustices. Vous vous êtes déjà rebellé contre la plus infime des injustices ? Avez-vous déjà été seul contre tous ? Avez-vous déjà eu la force et le courage d'imposer vos choix envers et contre tous ? Au-delà de l'admiration qu'il suscite pour son talent sur le ring, Ali était bien plus qu'un homme de spectacle destiné à amuser la foule et les fans. Ce n'est pas la boxe qui a fait Ali, c'est Ali qui a fait la boxe. Le monde perd une étoile sublime et sublimée, un homme d'une autre époque, celle de la guerre froide et de la conquête spatiale. Il a perdu la voie, mais a tracé la voie que les hommes doivent emprunter pour être libres. On se revoit au paradis. Merci Ali. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, Amou. Qu'est-ce que t'en penses? C'est écrit avec le cœur. Du level, hein. Chez Métro. Mohamed Ali. Pour moi, c'est l'événement marquant de cette année. C'était un grand bonheur. C'était vraiment quelque chose de. On perd, voilà. Les sportifs ont rien dans la tête. Voilà. Là, ils ont. Et on a perdu quelque chose de. Alias Cassius Clay. Des hommes qui disparaissent. C'est des hommes qui se font rares. On va dire des hommes comme ça de conviction, qui abandonnent tout, qui se remettent, qui repartent de zéro juste pour leur conviction. C'est vachement rare dans le monde où tout le monde se compromet pour un peu d'argent. Il a rien lâché, lui. Ah, il a rien lâché à une époque beaucoup plus difficile que la nôtre. J'ai dit quoi? J'ai dit Cassius Clay sous de moi en plus. Non, attends, je sais dire encore Cassius Clay. Hein. T'es sérieuse, Sophia? Cassius Clay, moi, c'était un nom. C'était un général qui avait lutté contre l'esclavage. C'était pas un nom terrible, mais il avait vraiment voulu. Et toi, Amou, ça t'a marqué cette disparition? Ah, c'était un grand monsieur. Moi, j'étais jeune à l'époque de Ali Foreman. J'ai jamais suivi le combat. Je me rappelle très bien. Enfin, c'est des moments qui te. Et en plus, il a pris la parole dans une période où tout le monde se faisait buter, quoi. Martin Luther King, Malcolm X, ces gens. Pourquoi j'irais faire la guerre à des Vietnamiens qui m'ont rien fait? Exact. Ils m'ont jamais traité sale noir. Ces prises de position là, c'est pour ça que je voulais marquer. Pour moi, c'est vraiment un événement marquant parce que là, on a perdu George Michael, Prince ou ces gens-là, mais c'est incomparable avec Ali. C'est vrai que la pop, elle a pris un coup dur cette année, voilà. En 2016. Hein. Mais Prince, c'est David Bowie, Leonard Cohen. Ali, c'est au-dessus de tout ça. Moi, je le mets au rang de Nelson Mandela, hein, personnellement. C'est une lutte qui est différente, mais deux gens différents. Mais voilà, c'est vrai que c'était un monsieur c'est une figure identificatoire, c'est-à-dire c'est quelqu'un auquel un jeune peut s'identifier. Exactement. La vie tranchée que je vais faire moi vient en contrepoint de ça. Et ben justement, un autre événement important et marquant qui s'est déroulé en 2016, c'est cet attentat, vous vous en souvenez, contre le père Hamel dans son église en pleine messe en France, Samou. Oui, ce sera évidemment moins écrit que notre ami Badr, qui est un jeune très sérieux et très investi dans ses chroniques, dans ses points de vue. Simplement, ce jour-là, s'est joué quelque chose de très douloureux. C'est-à-dire que, pour ma part, je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait invoquer l'islam pour aller tuer un religieux. Alors, évidemment, si on avait eu une certaine rationalité, si on n'avait pas été pollué par tout le contexte,
on aurait probablement fait la part des choses entre ce qui relève d'un déséquilibre psychique majeur et ce qui relève d'une foi. Mais évidemment, la France, frappée au cœur à diverses reprises, quelques jours avant d'ailleurs à Nice, ne pouvait pas faire ce distinguo. Et ceux qui ont armé le bras de ces criminels, si toutefois quelqu'un a armé le bras de ces criminels, le savaient très bien. Si bien que ce jour-là, nous autres musulmans français, nous nous sommes trouvés dans une injonction paradoxale. Soit nous respections la laïcité et nous gardions le silence comme musulmans, arguant du fait que notre religion était neutre dans l'espace public et ne relevait que de l'espace privé. Et alors, on aurait une nouvelle fois cloué au pilori les fidèles en disant que les musulmans n'étaient pas associés au deuil. Soit nous nous exprimions en tant que musulmans et alors nous donnions acte du fait que la France était devenue un pays communautarisé où finalement on doit assumer publiquement sa foi religieuse. Un certain nombre d'entre nous, une quarantaine, ont décidé de franchir le Rubicon et de s'exprimer comme musulmans et de signer un appel qui condamnait cet attentat et qui proposait une autre vision de l'organisation de l'islam de France. Cet appel a été suivi de beaucoup de réunions et peut-être que, si on est optimiste, l'organisation de l'islam de France va changer dans les prochains mois et que une nouvelle génération de musulmans va se porter à la tête d'une organisation qui va affranchir le culte musulman de toutes les tutelles dont il est l'objet et dont la tutelle publique du ministère de l'Intérieur n'est pas la moindre. C'est le vœu que je formule. Si le père Hamel est mort, au moins qu'il ne soit pas mort pour rien. Et si sur cette pierre-là, on refondait l'islam de France et la relation islamo-chrétienne, eh bien je pense que de là où il est, le père Hamel serait fier de nous. Oui, on avait franchi quand même un pas dans l'horreur avec cet assassinat donc dans son église du père Hamel. Merci à vous en tout cas de nous l'avoir rappelé. 01 40 33 9000. On va prendre faire un petit tour du côté de notre standard 01 40 33 9000 avec Méziane. Salut Méziane. Oui, salut. Salut Méziane. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je suis à la radio là. Non, oui, on est à la télé là. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le sénateur, moi je vous ai passé ministre. Bonsoir Badr. Bonsoir. Toi tu seras député. Inch'Allah. Voilà. Et Christophe, il sera chancelier. Voilà. Oui, parce que maintenant il n'y a plus de pays. À partir du moment où on est européen, on peut se présenter n'importe où bientôt si ça continue. C'est le bordel complet. On ne sait plus qui est qui maintenant. C'est le merdier parce que il n'y a plus d'État, il n'y a plus de patrie, il y a que des intérêts. À partir de là, je crois que la mondialisation, elle a retiré à tout le monde son identité, sa culture, et la seule qui prévaut dans le monde, c'est le pognon. Et moi, je voudrais revenir au problème de Trump là, qui soutient Israël contre Paris. Moi, je voudrais savoir si les pays producteurs de pétrole, tels que l'Algérie, tels que la Libye, enfin maintenant la Libye elle est passée puisque c'est le bordel, mais l'Arabie Saoudite, l'Irak, comment se fait-il qu'ils arrivent à vendre du pétrole à des gens qui soutiennent un tortionnaire tel que Benjamin Netanyahou? Comment se fait-il qu'ils arrivent à commercer avec quelqu'un qui est l'opposé et l'inverse de ce qu'on appelle la démocratie et la justice? Comment vous l'expliquez? Alors Ramou, tu as peut-être une petite idée à la question de Méziane que l'on remercie. En 73, il y a eu une tentative d'union des pays producteurs avec un embargo et on a vu que on est passé très près d'une conflagration entre les États-Unis et leurs partenaires. Seulement, les États-Unis ont signé des contrats de protection avec les monarchies du Golfe, si bien que très probablement les monarchies du Golfe vont continuer de leur manger dans la main, parce que les monarchies du Golfe, évidemment, ne tiennent que par le soutien américain. Elles ne pourraient pas tenir, parce qu'elles n'ont pas le soutien de leur peuple. Donc, la boucle est bouclée
pour que les rois restent sur leur trône et continuent de gaspiller l'argent de la rente, il faut qu'ils soient soutenus par les Américains. Pour qu'ils soient soutenus par les Américains, il faut qu'ils leur vendent le pétrole, voilà. Donc soit il y aura une vraie révolution, une vraie révolte arabe, et je pense qu'elle va venir. Parce qu'on voit bien qu'en Arabie Saoudite, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer, pas de manière très très violente, très bruyante, mais avec les réseaux sociaux, il y a une jeunesse qui commence à essayer d'ouvrir, un peu d'enlever la carapace qui les recouvre. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura des solutions, soit malheureusement il y aura un statu quo, parce que en fait tant que les rois et cette famille-là est au pouvoir, il se passera rien. Oui, effectivement, pas grand-chose en tout cas en attendre. Un copain à vous, tiens, Kamel. Oui, bonsoir Monsieur Christophe, bonsoir Monsieur Hamou, comment allez-vous? On s'est vu au cabaret, nous. On s'est vu au cabaret sauvage quand ils pour la finale du concours Sha'bi Kamal Moussaoudi. Voilà, on était avec bien sûr le frère de Allah yarhamou, Hadj Brahim Ismail et tout, Youssef. On était ensemble. Donc c'était bien. C'était bien. Monsieur Christophe, allô? Oui, Kamel. Oui, moi je voudrais parler de la télé en général. Et surtout de la télé service public. On est en train de payer une redevance télé vraiment de 137 € qui est vraiment chaque année ça augmente. Je la paye pas, j'ai pas de télé. Comment? Je la paye pas, j'ai pas de télé. Ah bah moi mais pourtant je la regarde pas. Purée, moi je la paye alors que je suis bigleux, ça m'énerve ça. T'es pas exonéré à vous? Non, je gagne trop d'argent. Ah bon? Ah d'accord. Ah non. Et moi je trouve que le service public, il y a tellement beaucoup et les services publics qui ne servent à rien. Par exemple, on a France 2. Moi, je me demande pourquoi il y a France 24, France 4. On a fait des vraiment, c'est incroyable. Et en plus, d'après un rapport des médias, des journalistes du service public ont des salaires mirobolants. C'est des salaires vraiment qui sont plus que d'autres télés de service public. Et je pense que nous, on est vraiment, en plus, c'est des chaînes qui ne conversion alors. On va peut-être chercher notre conversion. On va essayer de leur revendre France Maghreb 2. Hein. Ouais, voilà. S'il y a des salaires mirobolants, on est preneur. Vraiment, que moi je regarde de France 2, je vois pas vraiment il y a un rapprochement avec la population française. C'est pas moi. Ils présentent des gens, ils viennent sur le journal France 2, des acteurs qui font la promo de leur film, vraiment. Moi, à mon avis, hein, on est loin je sais pas. Ça représente pas, ça donne pas une image de la population. D'ailleurs, ce qui m'étonne encore, en plus, c'est que leurs sièges, ils sont souvent dans des quartiers chics, à Issy-les-Moulineaux, je sais pas, il n'y a pas cette... c'est un avis personnel. Hein. Mais moi, je trouve qu'on paye trop de redevances et qu'il n'y a pas un grand intérêt. Je pense que... Et pourquoi tu vas pas aux impôts et tu leur dis je veux pas payer la télé, je la regarde pas? Ils veulent rien il la regarde. Il faut expliquer aussi aux auditeurs que il y a des gens qui ont une télévision chez eux, par exemple, ils ont une télévision mais ils n'allument jamais la télé, ils s'en servent comme support média pour regarder des films Disney ou autres, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est pas une taxe, on devrait payer parce qu'on paye déjà les films. Donc on va pas encore en plus payer pour pouvoir avoir un support. Et quand vous voyez aussi le service privé, c'est encore une catastrophe. Quand vous voyez TF1, quand ils organisent des Miss France ou quelque chose, c'est uniquement pour... arrêtez d'être faux cul, Kamel, vous regardez, vous êtes le premier à regarder, arrêtez. Moi je regarde, je jure que je regarde jamais Miss France. Vous me fatiguez, vous avez une leçon de morale. Je préfère un téléphone sur France 2. Ouais. Vous savez pourquoi ils mettent Miss France? Ils utilisent par exemple des heures jusqu'à minuit. 1 heure c'est pour passer la pub, en plus c'est pour poser vraiment le truc à SMS là pour vraiment quelle est la meilleure. Bon, vous leur écrivez. La chaîne privée, si elle gagnait pas d'argent avec ça, elle le ferait pas. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc c'est qu'il y a des gens qui regardent, c'est ça l'histoire. Ils disent il faut voter. Pourquoi les gens votent? Parce que bon, vraiment c'est des techniques vraiment qui n'ont moi vraiment je suis déçu, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, si j'étais effectivement en capacité d'influer, je ferais du lobbying pour qu'il y ait une grève du paiement de la taxe. Moi, franchement, hein. Moi, je considère que la télévision publique, c'est du foutage de gueule absolu. Monsieur Hamou, quand vous regardez un match Coupe d'Europe, par exemple... 150 000 €, les 30 secondes. 150 000 €. Il balance une question très facile.
vraiment quel est le buteur dans l'ancien coup Mais ça, c'est un attrape-nigo. Ça, c'est un attrape-nigo, hein, Christophe. Ça, c'est un attrape-nigo. Un numéro. Moi, j'ai jamais appelé. Oui, non, c'est envoyer un SMS maintenant. Kamel, le problème, c'est que tant qu'il y a des gens qui appellent, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je veux dire, et justement, ce qui me la crédulité des gens. Un film, attends, Hamou, c'est un film très intéressant sur France 5, où Arte, il fait même pas 500 000 spectateurs, et quand vous voyez des conneries sur TF1, 8 millions, moi, je me mets à la place de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Nous tous, on doit essayer d'élever le niveau des nôtres. Après, les autres se débrouillent. Si la culture, ça marchait, ça se saurait, Kamel. Merci, en tout cas. Je suis tout le temps à la Comédie Française. Merci, Kamel. Voilà, une petite pommade à la fin pour finir, c'est bien, hein. Merci, on est preneur. La petite pommade. Allô, qui est là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Ahmed Taxi, comment ça va, le taxi? Comment tu vas? Ouais. Je t'appelle à propos de la revue de base qui disait qu'il comparait Mohamed Ali à Nelson Mandela. Ouais. Je trouve que c'est un peu gros, quoi. C'est le même niveau, hein. Mohamed Ali était plus gros que Nelson, ça c'est on va le laisser, laisser exprimer son point de vue. Alors pourquoi c'est pas au même niveau, selon toi? Écoute, il y a quelqu'un quand même qui a passé une quarantaine d'années en prison. Non, 28. Qui a défendu. Comment? 28. D'accord, j'ai pas le nombre d'années exact, mais il a quand même passé pas mal d'années en prison. Il a lutté pour le droit des Noirs et des Blancs à vivre dans un même pays. Et une fois qu'il a accédé au pouvoir, il a été reconnu au niveau mondial. Mohamed Ali n'a pas été de ce niveau-là. Attends. Pourquoi? Écoute, tu penses que la lutte de Mohamed Ali, elle était pas aussi grande que celle de Nelson Mandela? Et elles se rejoignaient pas, ces deux luttes-là? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Il a pas combattu pour l'égalité comme l'a fait Nelson Mandela. Il l'a fait au niveau politique et il l'a fait en allant en prison, en risquant sa vie, quoi, le mec. Qui Nelson Mandela a risqué sa vie? Non, il était incarcéré. Pourquoi tu veux qu'il risque sa vie? C'est plutôt Mohamed Ali qui a risqué sa vie dans une période où tout le monde se faisait canarder, quoi. Surtout le porte-parole des Noirs. Mohamed Ali ne risquait pas sa vie pour la lutte des Noirs. T'es sûr? C'est son avis, Badr. Non, mais ça c'est compliqué, de toute façon, les distances. On va pas faire de la hiérarchisation dans celui qui a été le plus grand. Il disait que Mohamed Ali, tout le monde l'aimait, même ses adversaires, etc. Non, il humiliait ses adversaires. Et c'est un mec comme Fradier, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à son lit de mort, il en voulait à Mohamed Ali. C'était de la jalousie pour la réussite. Il humiliait ses adversaires. C'était la réussite de Mohamed Ali, il est dans la provocation, il est comme, je sais pas si tu suis le MMA, il est comme Conor McGregor. Conor McGregor, c'est quelqu'un qui provoque énormément ses adversaires, mais dans le fond, c'est une personne qui est, voilà, il fait partie d'un système commercial où il fait le show, et c'est la promotion des combats qui se font comme ça. Sinon, Ali, il était aimé de tous ses adversaires. Sinon, monsieur le taxi, moi j'ai un petit truc à dire, hein. Je veux pas dénoncer parce que c'est pas le genre de la maison. Mais Hamou, quand il va à télé, il va en VTC, hein. Je dis ça, je dis rien. Je suis obligé d'y aller, ouais, c'est vrai. Ah ouais. Tu trouves ça normal ou pas? Ah non, je trouve pas ça normal, il a rien compris au système, mais c'est pas grave. Mais Mohamed, moi, je t'explique, Mohamed, moi je prendrai le taxi. Quand les taxis m'emmerderont pas quand j'aurai mon chien guide, tu vois. Là, je reprendrai le taxi. Ah, alors très bien. Alors Mohamed, honnêtement. Attends, excuse-moi, ton chien guide, ça veut dire que c'est aveugle, c'est ça? Bah ouais. Bah attends, les aveugles, les chiens sont obligatoires dans les taxis. C'est la réglementation, c'est obligatoire. Ils ouais, mais en plus, tu peux, ils sont dans l'illégalité, tu peux les faire condamner. Ouais, tu peux les faire condamner si t'arrives à trouver leur plaque d'immatriculation, tu vois, ils sont pas stupides. Écoute, tu commandes un taxi, un VTC, tu le réserves, tu le commandes. Commande un taxi de la même manière, commande un taxi, et tu auras son numéro, t'inquiète pas, avec la G7, ils sont facilement, identifiables, les mecs, tu pourras les condamner. Leur plateforme, elle est pas accessible. Et la condamnation, elle tombera directement. Et je peux te poser une question? Pendant que j'ai un taxi au téléphone. Vas-y, pose ta question au taxi. Est-ce que t'es vraiment contre les VTC, contre le travail des gens qui font la même chose que toi, mais d'une façon différente? Justement, le problème il est là, c'est qu'ils font le même boulot que moi, le même métier que moi, et qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. J'en veux pas aux chauffeurs qui essayent de nourrir comme ils peuvent. Non, j'en veux à l'État. Le problème, c'est l'État qui est en train de déréglementer, toutes les professions réglementées, toutes les lois, toutes les mesures qui ont été prises, qui ont été construites
tout au long de l'histoire pour protéger les travailleurs, on est en train de casser tout ça, comme on est en train de casser le code du travail. J'ai mon frère qui était anciennement chauffeur de taxi et j'ai toujours trouvé ça ahurissant d'avoir une licence qui coûte presque 230 000 euros. Je sais pas si elle a baissé. Qui était donnée quasiment gratuitement par la préfecture. Et qui était donnée à certaines personnes. Elle n'était pas donnée. On les a achetés, nous. Oui, mais à l'époque, pour revenir un petit peu en arrière, la préfecture les délivrait, les licences de taxi, à mon avis. Non, elle en a donné quelques-unes dans les années 60 pour rapatrier d'Algérie. Elle en a donné. Et elle en a donné d'autres aussi. Et le problème, c'est vrai que il y a eu une spéculation de fait sur les licences qui s'est construite, mais c'est parce qu'il y avait un numéro de clausus et c'est automatique. Mais c'est comme tout. Mais c'est énorme, 230 000 euros, tu trouves pas? Toutes les professions, c'est comme ça. Mais attends, pour faire le taxi, quand tu as une licence, quand tu vas là pour revendre, tu vas trouver. Bon, tu passes sous un train. T'es en train de passer sous un tunnel, mon avis. Pas sous un train, parce qu'à mon avis, le pauvre s'il passe sous un train. Bon, je voulais quand même vous parler de ce qui se passe en Turquie et après le putsch manqué contre le gouvernement turc. La justice qui va donc juger une trentaine de policiers à Istanbul, pétrin, j'ai envie de te dire. Notamment pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'accusation sont variés. Certains policiers, par exemple, sont accusés d'avoir refusé d'obéir à l'ordre de s'opposer aux putschistes. 21 d'entre eux risquent chacun jusqu'à 3 peines de prison à perpétuité. 8 autres risquent jusqu'à 15 ans d'enfermement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Ce procès a une portée symbolique à Badr pour le gouvernement turc. Puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un nouveau chapitre après les grandes purges et les grands ménages dans l'administration qui se poursuit d'ailleurs encore. Le chapitre est extrêmement symbolique qui s'ouvre puisque pour la première fois le parquet va présenter les preuves officielles, les préparatifs de la tentative de putsch, dont très important pour le pouvoir turc. Ces procès vont tacler devant la justice tout ce qui a été affirmé jusqu'à présent et jusque dans les moindres détails, puisque les lettres d'accusation contiennent des centaines voire des milliers de pages et que les procès vont se multiplier à travers le pays durant les semaines et même les mois à venir. Et puis bien sûr il reste un grand procès que les autorités turques espèrent toujours pouvoir tenir en présence de l'accusé, celui de l'imam Fethullah Gülen, installé aux États-Unis, vous le savez, Ankara, qui mise beaucoup sur l'arrivée aux affaires de Donald Trump le 20 janvier prochain pour obtenir l'extradition du cerveau présumé du putsch raté. Un commentaire sur ce grand ménage qui s'opère et sur ces jugements qui vont intervenir et qui pour qui il y en a qui vont risquer énormément. Ouais, c'est un mot ton un glissement vers l'autocratie. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais franchement, honnêtement, c'est d'une violence, c'est d'une dureté, et je pense que en plus, tu vois, on est vraiment en train de virer une sorte d'autocratie, mais sans perspective pour les Turcs. Et voilà. On me demande sur Facebook qu'est-ce que ça veut dire autocratie. Autocratie, c'est un gouvernement par une seule personne. Voilà. Moi, je suis inquiet de la façon dont la Turquie avait vraiment représenté un espoir, la croissance était revenue, et ils avaient une politique avec Davutoglu qui était une politique de bonne relation avec leurs voisins, et maintenant ils sont partis vraiment avec la reprise des conflits avec les Kurdes, difficultés avec tous leurs voisins. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Allez, dans un instant, on va recevoir notre invité L.I.M, le rappeur, qui va venir un petit peu nous présenter son nouveau projet qui s'appelle Pirate. C'est un double album qui va nous présenter. Puis on parlera avant tout aussi de ce qui est des premières prémices du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Sera-t-il l'homme de 2017, pardon. C'est ce que nous verrons dans un instant. À tout de suite. Dans un instant, il sera avec nous, le rappeur L.I.M sur France Maghreb, avec Amou Bouakaz, avec Badr Belamine qui sont avec nous. Mais avant de recevoir L.I.M, on va parler quand même un petit peu d'Emmanuel Macron, puisqu'on en sait un peu plus, messieurs, aujourd'hui, un peu plus sur le programme économique d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle en cette période de fête de fin d'année. Il a envoyé aux quelques adhérents de son mouvement En Marche une ébauche de projet pour développer les activités et produire dans le pays. L'ancien ministre de l'économie veut favoriser l'investissement privé
dans les innovations. Il envisage notamment donc d'alléger la fiscalité des entreprises. Par exemple, le fameux CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, serait remplacé par une réduction pérenne des cotisations patronales pour toutes les entreprises. Les 35 heures seraient maintenues, mais assouplis. Les droits de l'assurance chômage seraient ouverts aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants. Objectif, inciter les gens à prendre des risques. Emmanuel Macron veut également bouleverser la protection sociale. Il n'y aurait plus de revenus universels, trop coûteux selon lui. Les retraites seraient fonction du travail effectué et non pas du statut du salarié. Sur le fond de l'emploi, le candidat à la présidentielle compte créer un vrai service public de l'activité et de la formation, dit-il. Les chômeurs et les travailleurs pauvres pourraient entre autres s'adresser directement aux prestataires de formation. Autre nouveauté, Emmanuel Macron veut redonner du pouvoir d'achat aux Français en supprimant les cotisations maladie et chômage de leurs fiches de paye. Elles seraient remplacées par une hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée, un impôt qui s'assoit sur les salaires mais aussi sur les revenus fonciers et autres placements. Alors, dans ce que je vous ai indiqué, dans les quelques propositions d'Emmanuel Macron en matière d'économie, Hamou, ça vous parle ? Moi, ça me parle dans la mesure où, en fait, il y a un certain nombre de normes qui bloquent la relance en France. Il faut essayer de privilégier la négociation contractuelle par rapport à une négociation de branche. Il faut essayer de fluidifier les choses maintenant. Il faut s'assurer que ceux qui sont les plus pauvres, les plus exclus, ne soient pas justement les dindons de cette farce-là. Et je pense qu'on ne peut pas échapper au monde qui vient. Il y aura de plus en plus d'indépendants, il y aura de moins en moins de salariés. Bon, moi, pour ma part, ça fait quand même le 3e métier que je fais. Et maintenant, je suis plus salarié, je suis indépendant. Et je vois bien que j'aurai plus de facilité pour trouver des clients qu'un emploi. Donc, soit je marque bout en disant, soit j'essaie de trouver des protections pour ces populations. Et il me semble que Macron, qui a compris un peu le monde dans lequel on va, a peut-être des idées innovantes. Mais c'est sous réserve d'inventaire. Il faut que je fasse l'analyse vraiment fine de chaque mesure. Est-ce que ça sera, Badr, selon toi, la surprise de cette échéance présidentielle? Emmanuel Macron, on y croit ou pas? Non, j'y crois pas du tout, non. J'y crois pas. Tiens, on m'a changé le micro. Tu me reçois sur le 4e. Voilà, impeccable. Non, j'y crois pas du tout. Pourquoi? J'y crois pas du tout. Il est assez dans la sphère politique. Je le trouve un petit peu, je sais pas, débutant quoi. Il propose beaucoup. Et je l'ai vu un petit peu possédé. J'ai vu une vidéo où il était complètement déchaîné. Il m'a fait rappeler on va dire quoi, un sinistre personnage, la personne d'Hitler, tu sais, qui parlait beaucoup avec la gestuelle, les mains excitées, voilà. Et je sais pas. Il s'inspire un peu de tout le monde. Je pense que c'est parce qu'il. Je dis pas que c'est le même discours. Hein. Voilà, il maîtrise mal encore les codes. Ouais. Mais quand tu parles 1h45, faut pas se focaliser sur les 2 dernières minutes. Ouais, mais là, il était très très charpenté justement ce jour-là. Et mais après, il a eu. D'être investigué. Tu connais Dragon Ball Z? Non. Il y a eu des montages sur Facebook qui ont été faits qu'à la fin il se transforme en Super Saiyan tellement il a une posture jamais vue en politique quoi. Il est complètement possédé le mec. Ouais, non mais je pense que. Bon, en tout cas, toi, Mou, est-ce que ça pourrait être la surprise 2017, Emmanuel Macron? Si tu veux, je pense qu'il sera pas élu en 2017. En revanche, qu'il puisse peser en 2017. Est-ce qu'il peut créer une certaine surprise? Le centre et la gauche peuvent se recomposer autour de lui pour 2022. C'est pas quelque chose que j'exclus. Mais comme je passe mon temps à me tromper, faut pas que les auditeurs se fient tellement à mon pronostic. Hein. Allez, on va parler maintenant avec un artiste qui est avec nous aujourd'hui. C'est la période des vacances, donc tranquillement avec vous sur France Maghreb 2 dans ce LGF avec Hamou Bouakaz et avec Badr Belamine. On va recevoir donc un rappeur mais aussi producteur. C'est un rappeur un peu à l'ancienne puisqu'il a commencé dans les années 90, né en 79 du côté de Bologne, si je dis pas de conneries. C'est le rappeur L.I.M que vous connaissez certainement. Comment ça va, L.I.M? Au max, mon pote, comme d'hab. Bien. On est là, on vit, alhamdoulilah, salam à tout le monde déjà. Et voilà quoi. Alors de retour L.I.M avec cet album, ce double album qui s'intitule Pirate. C'est ça, Pirate. Alors on va retracer un petit peu, revenir sur ton parcours, sur ta carrière qui a commencé dans les années 90. C'est ça. Aux côtés de plusieurs rappeurs, t'avais fait quoi, un espèce de collectif, un espèce de groupe? On a commencé, t'as vu, avec le Beat de Boule à l'époque, t'as vu, ça date quoi, à l'époque, Beat de Boule, il y avait les sages poètes de la rue, il y avait Lunatic, Malik Almort, Sir Dooms, Nizé, etc. quoi.
Après on a évolué, il y a eu 45 scientifiques, 9 de I, après j'ai monté mon propre truc tous illicites et voilà quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2005, Eliam? Est-ce que tu vas nous dire, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce qui t'est arrivé en 2005? Ouais, c'était quoi, dis-moi? Bah je sais pas, apparemment t'as eu un petit problème de santé. Non, je crois qu'ils doivent parler ouais c'est vrai, j'ai eu un petit problème, mais bon on est toujours là quoi, on est vivant. On est vivant, et donc c'est en 2005 d'ailleurs que t'as sorti ton premier album solo? Ouais, j'ai sorti Enfant du Ghetto en 2005, et voilà quoi, ça a bien fonctionné, et alhamdoulilah. Hein. Mais quand tu regardes, parce que toi t'es un petit peu un rappeur à l'ancienne, quand tu regardes un petit peu les rappeurs d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression franchement d'être dans le niveau zéro du rap? Je dirais pas le niveau zéro, parce que quand même, quoi qu'il arrive, il y a quand même un travail derrière, tu vois, les gens ils travaillent, ils essayent de faire quelque chose de constructif, après peu importe les délires, quoi. C'est sûr que c'est quelque chose de différent, mais voilà, quoi, je dirais pas que le niveau il est zéro, quoi. Alors, on sait beaucoup qu'il y a eu une énorme influence aussi avec les rappeurs américains, ça a été la grande tendance à l'époque, ça l'est un peu moins. Est-ce que le rap français aujourd'hui a sa spécificité, a son image bien propre à elle, à lui? Bah, je pense que le rap français a quand même son identité, hein, tu vois, à travers le monde. Le rap américain, il l'a aussi. Le rap marocain, le rap algérien. Chaque bled, on va dire, a sa couleur, quoi. Est-ce que tu penses que le rap français a un leader? Le seul leader c'est Rabbi Akhoya, il n'y a pas d'autre leader. Après on est tous là, on est ensemble. Concrètement, tu penses qu'il y a quelqu'un qui marche plus qu'un autre, ou qui après je sais pas qu'est-ce qui marche, drapeau d'une jeunesse, ou non, moi je pense qu'on est tous le porte-drapeau de quelque chose et de quelqu'un, tu vois. Donc après dire qu'il y a un leader, moi je vois pas, à part si on regarde les charts, les scores de vente, etc. Mais je pense pas que c'est ça qui définit alors ça serait la réalité musique. Si on regarde les charts, c'est qui pour toi le leader? Franchement, je regarde pas les charts, donc je peux pas te dire. Mais est-ce qu'il y a quel est un petit peu le message que tu souhaites véhiculer toi, au travers de tes albums, Liam? Bah le message déjà avant tout, c'est essayer de s'en sortir, de se débrouiller tout seul, t'as vu, et surtout aussi être solidaire. T'as capté, faire en sorte de faire avancer les choses, essayer de monter des structures en étant indépendant, et voilà quoi. Et déjà surtout l'album, à la base le rap c'est un truc de dénonciation, donc on est là, on dénonce un mode de vie, ce qu'on vit tous les jours, et voilà tout simplement. Alors toi tu parles beaucoup de rap de rue, c'est quoi le rap de rue? Bah le rap de rue c'est nous, hein, tu vois. Après je sais pas si je parle beaucoup de rap de rue, c'est plutôt les gens qui nous mettent dans cette catégorie là quoi, de rap de rue. Après le rap à la base il vient de la rue, donc voilà quoi. Alors t'as eu des titres assez durs quand même, hein, par exemple avec Alibi Montana qui est pas à attendre. Ouais. C'est aussi une manière de s'exprimer, c'est de manière de dénoncer aussi. Bah de toute façon, dur ou pas, après c'est au niveau du langage, on va dire qu'il y a une violence, etc. Mais la violence elle est partout, tu vois ce que je veux dire. Même un mec quand il dit bonjour, il peut être violent rien qu'avec son ton. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité aussi auprès de ton public qui est assez jeune, ceux qui t'écoutent, le public jeune, rap, qui écoute du rap en l'occurrence, et qui peuvent écouter parfois des propos assez violents dans des morceaux? Bah de toute façon ça c'est mes propos, et mes propos je pense je suis pas le seul à les porter, sinon je l'écrirais pas haut et fort, et voilà quoi. Après ils sont là, ils soutiennent, et ça fonctionne bien, il y a pas de souci là-dessus. Hamou, t'es pas trop rap toi? Non, c'est-à-dire que je connais vraiment mal, et je veux pas dire de bêtises. Donc moi je serais tenté de demander un peu comment est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu écris toi-même, est-ce que bah je compose, je fais mes instruments même, j'écris moi-même, et comment je travaille, t'as vu, je vais en studio. Et je vais les mains dans les poches, j'écris tout sur le tas, j'enregistre directement quoi. Je vais avec l'humeur du jour, on va dire. T'as une maison de disques? Bah j'avais une maison de disques, tous ces lycées de production. D'accord, c'est toi qui l'as fait, c'est la tienne. On a monté cette société avec RAT à l'époque. Et donc voilà quoi, on est là. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette journée qui est vraiment pas une journée comme les autres. C'est le 22 octobre 2007, où t'as réussi à te glisser parmi les grands artistes, notamment tel que Vanessa Paradis ou encore Manu Chao ou Christophe Paé. Apparaît le nom d'un inconnu pour ces gens-là, ou ces gros majors, c'est L.I.M. C'est ça. Puisque avec Délinquant, on est arrivé. Tu as classé ton album en tête des ventes. C'est ça, numéro 1, on est arrivé numéro 1 du top album, et alhamdoulilah. On était heureux, contents.
Ouais, alors, LIM, je précise pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es d'origine algérienne. Tu es kabyle même. Oui. Ah, tu es d'où? De Tizi. Tizi Ouzou. Est-ce que ça t'inspire le fait que tu sois kabyle? Est-ce que ça joue dans ta façon d'écrire? Bah, je pense, tu vois, parce que moi déjà mes inspirations, etc. sont vraiment Tal Bled. T'as vu, je suis un mec qui écoute beaucoup de rail, énormément de musique kabyle. Donc mes influences, on les retrouve. D'ailleurs, on écoutera des sons et on verra bien qu'ils sont là-dedans, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des médias maintenant, des médias qui jouent du rap, qui sont aussi extrêmement présents? On pense évidemment à Skyrock, Génération et d'autres. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pas aussi cette espèce de comment dirais-je, de dire voilà ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, cette espèce d'influence en fait quelque part. Est-ce qu'il faut, en clair, pour faire simple, est-ce que pour vendre un album aujourd'hui, on est obligé de faire un Planet Rap? Non, pas forcément. On n'est pas forcément de faire un Planet Rap. On n'est pas forcément obligé de passer en radio, etc. Après, peut-être c'est eux qui croient, qui se disent qu'ils peuvent lancer un style ou une mode, etc., mais on dupe pas les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant c'est un peu triste quand t'écoutes telle radio, t'écoutes toujours les mêmes artistes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la même. Et chacun ils se disent que c'est eux le premier à l'avoir sorti. Bon alors Ramo, puisque tu connais pas, et amis auditeurs, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le dernier album de LIM qui est sorti, donc qui s'appelle Pirate. On va écouter un premier extrait. Ouais, alors c'est ça. Que tu souhaites nous faire écouter. DZ, tu mets DZ. T'as vu, le clip il est dispo sur YouTube. DZ allez comme voir. Jazairi. On écoute LIM, il est notre invité sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum LGF. Bienvenue à vous. J'ai toujours une pensée pour ma famille au pays. Comment les oublier, même trahis. Trop ont perdu la vie pour des papiers Dewey. Le soir dans mon lit, je rêve de la Kabylie. Darmi, c'est l'aile fournie. Je suis loin des têtes, je mène une vie de folie. Je veux être sur la corniche, j'aime qu'elle c'est la haine, les conneries. J'en ai tant fait dans le secteur. C'est vrai que dans le match, je suis un pétateur. Aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. Je suis apaisé dans la tête, dans le cœur. Des conneries, j'en ai tant fait dans le secteur. J'ai même kidnappé le directeur. Je suis pas là pour être spectateur, même si j'ai tant mangé l'extincteur. Hey ya, je suis un TZ. Dis-leur bien, je suis un TZ. Quand je suis dans la merde, j'ai pas besoin d'aide. Normal, je suis un TZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. J'ai un pied en France, l'autre au blé. LIM, je suis un TZ. Super guerrier comme dans des BZ. La France est sur mes bras, l'Algérie est dans mon sang. Je ferme les yeux, ticket que t'as fait, je me crois en mode Chibanouri, un son d'arrêté quand je pense à ma belle Houria qui m'attend chez ses parents. Il est temps faire honneur car je suis un DZ. Même si c'est un là dans le match je procède. Roue arrière en YZ. Petit j'étais qu'un dealer en rollerblade. Il est temps de faire honneur car je suis un DZ. Ça volera pour que dalle, c'est vrai qu'on s'aide. El Hamarani, votre rine c'est pas le remède. Ils parlent mal de nous et ça nous précède. Hey ya, je suis un DZ. Dis-leur bien, je suis un DZ. Quand je suis dans la merde, j'ai pas besoin d'aide. Normal, je suis un DZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. J'ai un pied en France, l'autre au blé. LIM, je suis un DZ. Super guerrier comme dans des BZ. J'fous le Algérie, Hamdoullah, ils ont arrêté les tueries. La main dans la main, aujourd'hui on construit. Sahraoui, Knaoui, Khmeiri, Chaoui, Talki, restons unis. Même si c'est pas facile de faire sa vie. La corruption, la zermie, c'est nos seules allergies. Amis, ici on ressent plus la douleur. Même quand on est jugé par notre couleur. Pour m'évader, je deviens rouleur à l'heure. Toujours pisté par les terres. Amis, on ressent plus la douleur. Représente le prix et l'odeur. La jeunesse du bled c'est le moteur. Alors allumons les réacteurs. Hey ya, je suis un DZ. Dis-leur bien je suis un DZ. Quand je suis dans la merde j'ai pas besoin d'aide. Normal je suis un DZ. Dommage que c'est dans le mal que je procède. J'ai un pied en France, l'autre
DZ, extrait de l'album Pirate de L.I.M qui est notre invité sur France Maghreb 2. C'est bien. Alors Amou, ça te déchire. Je comprends pas tout, mais ça va quoi, c'est pas mal. Alors c'est un style à L.I.M d'avoir une voix un petit peu saccadée, une voix un petit peu cassée. C'est la touche, hein. C'est la touche L.I.M. Exactement, mon pote. Ouais. Alors l'album, si on devait définir un petit axe, donc dans ce que tu souhaites faire passer comme message, est-ce qu'il y a quand même une symbolique dans cet album? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire passer? Faire passer, t'as vu, c'est surtout l'unité, hein, l'union avant tout. T'as vu, et c'est aussi la vie d'un jeune de cité, et ce qui se passe chez nous, hein, t'as vu. Alors c'est quoi justement la vie d'un jeune de cité? C'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut trouver dans le rap. C'est les grandes difficultés de la vie, tu vois. Là, déjà, il nous parle, c'est l'insertion déjà, c'est pouvoir trouver un travail, pouvoir étudier, se promener dans la ville sans qu'il y ait de soucis, sans voilà, c'est tout ça quoi. Alors on parle aussi de facilité, c'est-à-dire la drogue, malheureusement, la misère, le sexe, etc. Ça fait partie des choses. Ça fait logiquement partie des choses, t'as vu, hein. T'as vu, chacun essaye de se débrouiller, hein. T'as vu, s'il y a l'économie parallèle dans les quartiers, c'est qu'elle est nécessaire à la base. Tu vois, et même si, on va dire, l'État, il ferme un peu les yeux sur ça, quoi. Alors, justement, c'est intéressant, je précise quand même, L.I.M, que Hamou Bouakaz est l'ancien conseiller au maire de Paris, Bertrand Delanoë. Et quand t'entends L.I.M qui parle des cités, des quartiers, Hamou, ça t'évoque quoi? Franchement, je l'écoute même pas. Je les écoute pas, t'as vu, les politiques ou quoi que ce soit la maire de Paris ou le maire de un tel. Je les écoute pas parce que, quoi qu'ils disent, déjà, c'est des menteurs, ils tiennent jamais leurs promesses. Tu vois ce que je veux dire? Et quoi qu'ils fassent, je pense que la jeunesse exacte qui en a réellement besoin n'en profite pas forcément, quoi. Bon, Abo, voilà, te l'ai averti, hein. Non, mais moi j'ai connu des cités quand j'y vivais, où c'était des havres, parce que on venait d'habitats encore plus terribles. Et quand je suis rentré la première fois dans mon HLM, j'avais l'impression d'habiter le palais de château de Versailles. Et 40 ans après, je vois que ils se sont complètement déconnectés de tout le réseau des savoirs. C'est-à-dire, en fait, on les a construits exactement comme on construisait les mechtas par rapport aux villes en Algérie. Et donc, je comprends que les jeunes soient révoltés, mais moi, j'ai toujours tendance à penser que il faut que les jeunes s'impliquent. Et la musique, c'est une façon de s'impliquer, mais la politique aussi, il faut pas la laisser à des menteurs, justement. Il faut que chaque jeune mette son grain de sel. C'est vrai qu'il aussi, c'est pas évident pour la jeunesse de pouvoir s'investir là-dedans, parce que ils trouvent pas forcément leur place, tu vois. On trouve pas forcément notre place, donc. Mais pourquoi je tellement pas ma place qu'ils vont virer, c'est te dire. Bah, tu vois, donc. Mais pourquoi dans les morceaux de rap aujourd'hui, on parle plus facilement de ce qui est un petit peu à dénoncer dans les cités, ou peut-être des choses faciles. On parle pas des bonnes réussites, parce qu'il y en a aussi. Il y a des bonnes réussites comme il y a des mauvaises choses, tu vois. Mais après, les bonnes réussites dans une cité, tu peux les compter sur les doigts d'une main, on va dire. Presque, tu vois ce que je veux dire. Parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes égalités des chances dans ce putain de bled. Tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, les gens, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir réussir. Parce qu'aujourd'hui, t'as vu, on parlait déjà à l'époque de racisme, etc. Tu vois, le truc basique. Maintenant, le racisme, il est plus forcément ethnique. T'as capté? Le racisme, il est social, il est géographique, il est économique, c'est tout ça qui rentre en cause. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas que, on va dire, le petit beurre de quartier. Faut éviter ce cliché. Ou le petit Renoir de quartier qui va être en chien. Il y a des Français 100% français qui sont dans des cités et qui sont en chien comme nous, quoi, pareil. Qui galèrent vraiment. Donc, est-ce que tu penses que tu as réussi ta vie de musicien? C'est quoi tes projets à 10 ans, par exemple, à 5 ans? Moi, mon projet, c'est de me retrouver au bled avec 1000 poules, un coq, et voilà. C'est ça que tu veux, en fait. Alhamdoulilah, voilà, c'est l'objectif. Tu veux du côté de Tizi, là-bas? Voilà, exactement. Un peu d'Arlo Makoran? Ça va, il a pas une ambition démesurée, c'est abordable. Les poules et les coqs, tu vas leur faire du rap ou bien? Je vais les râper après les avoir cuites. Des coqs et poules kabyles. L.I.M qui est avec nous. Monde, hein. Tiens, on va faire un petit jeu vite fait, L.I.M. Je vais te proposer des choses. Tu vas devoir choisir, nous expliquer pourquoi. Si je te dis Booba ou Karis? Ouais, je dirais Booba. Pourquoi? C'est celui qui je le connais, tu vois, t'as collaboré avec lui, t'as travaillé. Je le connais plus que Karis.
Et mais moi, même si j'ai rien contre Caris, je lui souhaite toute la réussite qu'il puisse avoir. Et voilà, je dirais Booba parce que c'est un mec que je connais depuis que je suis petit, donc ouais. Tout simplement, il y a pas vraiment à part ce point-là, tu vois, il y a pas de. Et si je te dis Skyrock ou Génération? Je dirais. Attention, hein, parce que c'est important moi, pour faire passer tes morceaux. Je dirais Skyrock, je dirais. Ouais. Si je pourquoi, te dis, en fait, ouais, pourquoi Skyrock? Parce qu'au moins Skyrock, eux, ils se voilent pas la face, tu vois ce que je veux dire? Non. Ils font leur truc, ils mentent pas, ils font du commercial, ils font en sorte d'être commercial, tandis que il y en a d'autres, ils se voient, ils nous mentent, c'est des menteurs. Alors, si je te dis Tizi Ouzou ou Béjaïa? Tizi Ouzou. Ah ouais. Parce que je viens de là-bas et je suis un mec d'Al-Jbel, moi. Puis tiens, un petit dernier là pour la route. Un petit dernier pour la route. T'Al-Jbel ou T'Al-Zbel. كما يقولوا في دارنا مشي بالعقل ومشي مع العقل اخويا. Et si je te dis Kerry James ou Medine? Je dirais Kerry James, t'as vu, c'est quelqu'un que je connais aussi, donc que je soutiens. Ouais. Au passage, grosse dédicace à Fianso Jumeaux, Hollywood, les frères jumeaux, et voilà quoi, comme d'hab. Bon, L.I.M, on va écouter un nouvel extrait de ton album, ça s'appelle Pirate, qui est sorti dans les bacs là. C'est ça, on va écouter un petit morceau un peu ambiance. Alors j'ai mis Voyou là. Voyou, c'est ça. Dans tous les commerces, il est partout, sur toutes les plateformes de téléchargement, dans les magasins, partout. Donc, il est partout. Allez-y, L.I.M. Donc voilà un petit morceau. Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. C'est un truc de fou. Ouais. Combien ça coûte? Bon, ça doit coûter une vingtaine d'euros, hein, non, beaucoup moins. On s'est arrangé quand même pour qu'il soit assez abordable. T'as vu, on a mis c'est un double CD. Et quoi qu'il arrive, il est à moins de 15 euros. Ça, il y a combien de morceaux dedans? Il y a 32 titres dedans. Ah ouais, quand même. Hein. 32 titres. Il est long alors. C'est histoire de faire honneur au public, quoi. Allez, on va parler des Voyous à la version à la sauce L.I.M, extrait de l'album Pirate sur France Maghreb 2 dans LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2 avec notre invité, il est avec nous, L.I.M, pour venir nous présenter l'album Pirate, qui est en débat, évidemment. C'est bien ça. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Il y a des dates prévues là pour des petits concerts. La tournée est en train de se monter, hein, t'as vu, tout ça viendra en temps et en heure. Ouais. Donc voilà, après pour plus d'infos, n'hésitez pas à me suivre sur LIM92 officiel Facebook, Twitter, Instagram, LIM92.1 sur Snapchat, et voilà quoi, il y a beaucoup d'infos sur le net. Ah, t'es très branché réseaux sociaux aussi, ouais, LIM. D'ailleurs, il y a un petit morceau qui va arriver bientôt avec le frère Carmi, le frère de Thier, donc restez branchés. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui t'aimerais collaborer que t'as jamais fait pour l'instant? T'as vu, moi, le featuring de ma vie, je l'ai déjà fait, t'as vu, le featuring de ma vie, c'était avec Zahwania, je sais pas, Zahwania. Ah. Donc voilà quoi, maintenant on est là. Bon, allez, on va passer au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors le coup de cœur de Bado Belhamine, c'est quoi? Moi mon coup de cœur c'est Kerry James et il rejoint mon avis tranché de l'année, c'est Mohamed Alix. J'ai découvert ce morceau comme l'album. J'en profite pour faire une petite dédicace à la baronne Bouchra, qui est une proche de Kerry. Et ce morceau-là, j'ai trouvé Kerry James, on va pas dire habité, mais il avait mis la tenue de chauve pour être un peu plus percutant. Et donc j'aimerais bien que tu lances le morceau, quoi. Mohamed Alix. On n'aura peut-être pas le temps d'écouter le morceau, mais pas entièrement. C'est un grand bonhomme. Tu peux pas mettre un petit extrait? Attends, on va demander quand même l'avis à notre ami L.I.M, parce que c'est lui le rappeur. Mais tu mets ce que tu veux, frère. Non, qu'est-ce que tu penses du morceau et de l'album? T'as vu, je pense que c'est bien qu'il continue, quoi, qu'il lâche pas le truc et qu'il représente nos frères. Tout simplement, on lui donne de la force et Inch'Allah, il ira encore plus loin que là où il est. Moi, je veux un extrait, je suis désolé, je veux un extrait. Attends 2 secondes et je le cherche. Patron ici, frère, c'est Christophe. Oui, d'accord, mais quand bien même. Soumis, hein. Donc voilà, je suis là avec mon coup de cœur. Juste pour ton son mort, quoi. Comment ça? Tu m'as dit tout à l'heure que t'avais pas de cœur. Je peux pas les parler. Tu m'as dit j'ai pas de cœur. Tout à l'heure, tu l'as dit. Un truc de ouf. T'as dit que t'as pas de cœur. Quoi, cette dura là? Quoi? Bon, alors tu m'as trouvé ce morceau écoute, non, j'ai du Kerry James, mais j'ai pas de Mohamed Alix là. Ah là là. Non, pardon, il est là, tiens. Comme quoi. C'est beau gosse. Admirez quand même la dextérité de Christophe. Extrait de l'album de Kerry James, c'est le coup de cœur de l'année, donc pour notre ami Bad Belhamine. L'album de l'année.
Et on rappelle d'ailleurs qu'il sera en concert au mois de mars à l'Olympia pour 2 dates supplémentaires. Je veux que t'envoies du son pour le FB, pour le direct du FB. Tu mets du son dans le studio. Je suis resté entier, je n'ai pas baissé mon froc. J'ai brisé des portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. J'ai connu l'odeur de la rue en l'inhalant. J'ai connu la dureté du front en y allant. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que t'es trop petit ou est-ce que je te regarde du sommet? Je t'entends parler de crimes que tu commets. Je t'ai jamais croisé dans la rue quand j'y sonnais. J'écoute ces rappeurs s'inventer des vies. Ils ne verront jamais la moitié de ce que je vis. Ne feront jamais la moitié de ce que je vis. Ne prendront jamais tous les risques que j'ai pris. J'ai toujours eu plus de talent que ils reconnaissent quand ils parlent entre eux. Sans ma fierté je serais plus riche que. Sans mon honnêteté je serais plus vite que. Fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaitent tous mes deux tests. Paroles données, égales, promesses. Les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. L'album Mohamed Alix de Kerry James, donc ça, c'est vraiment à voir en concert en tout cas. Hein, j'espère qu'on sera à l'Olympia. Bah écoute, au mois de mars, absolument. Donc le coup de cœur de notre ami Hamou Bouakaz. Oui, moi je suis ravi. C'est un peu plus calme. Cette année, les prix littéraires ont récompensé beaucoup de franco-maghrébins, de franco-africains. Ouais. En particulier le Goncourt qui est allé à Leïla Slimani pour une chanson douce. Qui montre encore une fois la puissance de l'influence de ces gens qui viennent de outre-Méditerranée sur la langue française. Voilà, donc c'est une année qui est très prolixe dans ce domaine, avec l'entrée de André Makin à l'Académie française. Il y a un mouvement là, avec Petit Pays de Gaël Faye, un mouvement inexorable de prise en main, si vous voulez, de prise en influence de ces nouveaux venus qui sont des locuteurs du français depuis des centaines d'années de la littérature française. Très bien, pour ce coup de cœur, allez, on termine par le j'aime ou j'aime pas, Eliem. Alors c'est un peu, je t'explique, c'est un peu comme les réseaux sociaux, on regarde son fil d'actualité, Facebook, Twitter, etc. On aime ou on n'aime pas, on peut dire même je m'en fous. Je donne des petites informations comme ça, par-ci par-là. 2 milliards de dollars saoudiens d'investissement au Maroc en 2 ans. J'aime pas ou je m'en fous? Bah, alhamdoulilah, c'est bien pour le Maghreb, qui continue. Tu sais dans quoi ils ont investi ou pas? Dans plusieurs secteurs. Ouais, mais pas des secteurs genre, tu vois, des trucs pas clean, quoi. Ah, je ne sais pas. C'est du bon investissement, on aime. Ouais. Badr? J'aime. Ouais. Ça me concerne. Une jeune physicienne algérienne qui a été récompensée par l'Académie des sciences françaises. Machallah, Inch'Allah, elle va tout gagner, gars. J'aime. Moi j'aime, surtout si elle a le physique, tu vois. Ouais. Mauvaise celle-là. Allez, un petit dernier pour la route, tiens, Vincent Payon, vous connaissez bien sûr. Vincent Payon qui s'étonne du traitement de faveur accordé à Manuel Valls par rapport à son émission qui va lui être réservée début janvier, l'émission politique sur France 2. Donc Vincent Payon s'étonne, s'interroge. J'aime pas ou alors je m'en fous. Je m'en fous. Oui, on s'en tamponne. De toute façon, personne les regarde. Alors. Pour eux tous, c'est la dernière valse cette année. Donc, pas mal. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Eliem. Bonne route pour ton album. Merci beaucoup. Merci à France Maghreb. On va juste écouter tiens un petit extrait là pour finir pour se quitter, un petit truc cool quoi, calme. C'est extrait de l'album Pirate bien sûr. Pirate. Dans l'époque. Voilà, n'hésitez pas, il y a nos t-shirts disponibles sur la boutique officielle, la marque Boslo. Donc allez-y, on est là. Merci beaucoup Eliem. Merci beaucoup Amou. À bientôt. Et bonne année à tous. Vous allez faire quoi pour le réveillon les gars, tiens? Bah moi j'organise peut-être quelque chose à la maison tranquillement avec des amis, ambiance posée. Bah on va y aller alors. Peut-être. Bon bah voilà, petite soirée. On va tu tous fais quoi aller, pour le réveillon? Bah, j'attends qu'on m'invite parce que pour l'instant je suis SDF Non, je déconne. Et je voulais juste faire une note un petit peu moins positive. J'ai une amie qui a perdu cet après-midi son papa. Je voulais pas venir à la radio, mais je suis venu quand même et je voulais lui rendre un petit hommage à toutes les personnes malades ou qui nous quittent. Voilà, courage aux familles. C'est vrai, un grand soutien à tous ceux aussi qui passent le Noël à l'hôpital, tu vois, qui sont tout seuls les fins d'année, qui restent tout seuls, qui sont malades, les enfants, etc. Donc une grosse pensée à eux. Voilà. Inch'Allah, de toute façon, tout passe. France Maghreb 2, ça va vous redonner le moral. Merci Eliem, à bientôt. Merci Eliem. Ciao. Merci à vous, merci Christophe. Bonne année. Dans une drôle de vie. À la fois cruelle, elle est pas faute d'elle. Dorée bronzée, elle squatte les UV. Elle me fait rêver. C'est une drôle de fille avec elle on s'oublie.
suis de mille et une nuits, fuck Miami. Album à découvrir donc Pirate, L.I.M. sur France Maghreb 2, il était notre invité dans le LGF, le grand forum qui se poursuit dans un instant. Juste rappel des titres de l'actualité en ce mardi soir. C'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.